Nous revenons avec nos invités, Firmin, Adam et Germain. C'est ce dernier qui avait la parole. Oui, Germain, on vous la redonne. Je disais tantôt qu'avec l'arrivée des Noirs au pouvoir, les réalités économiques n'ont pas visiblement changé. Donc le pouvoir économique reste aux mains des Blancs. Et Jacob Zuma se présentait un peu comme celui-là qui veut faire arracher aussi ce pouvoir économique au-delà du pouvoir politique et le mettre dans les mains des Noirs. Donc il estime aujourd'hui qu'il est victime d'un complot de l'Occident contre sa personne. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Quelque part, c'est vrai, mais est-ce que ce qu'on lui reproche est totalement faux? Je ne pense pas. Il doit avoir peut-être quelque chose. Mais toujours est-il que nous assistons à un déchirement au sein de l'ANC. Et pour preuve, je le disais, les événements de juillet, où il y a eu des centaines de morts. Et il y a eu des pertes plus énormes que ce qu'on dit que Jacob Zuma a détourné. Et ce n'est pas fini parce que là, c'est une icône de la lutte pour la cause noire qu'on est en train de traîner dans la boue. Et certains estiment que s'il n'y a jamais eu d'ancien président en prison, il n'y a pas de raison que on envoie Jacob Zuma, qui a beaucoup fait, aussi aille en prison. Maintenant, on nous opposera qu'il est injusticiable comme tous les autres, qu'il faut laisser la justice donc faire son travail. Et c'est sur ce plan-là que Cyril Ramaphosa est en train de jouer. Et quand il y a eu ces violences en juillet, il est monté au créneau pour dire que l'ordre va revenir, la justice va faire son travail. Mais de toute évidence, on sait que on est en train de rendre Jacob Zuma populaire. Quoi qu'on dise, parce que peut-être que c'est ce qu'ils veulent vérifier aussi en lançant ces... Oui, bon, c'est très sûr qu'il pourra mobiliser, c'est pas trop d'argent à mobiliser, et tous ces gens-là, ils sont fidèles à ce temps pour ce qu'il a été pour la lutte, pour ce qu'il a fait aussi pendant qu'il était au pouvoir. Mais c'est vrai qu'on est en politique. Ses amis d'hier se servent aujourd'hui d'une affaire pour le couler définitivement. Moi, je pense qu'il faut que la sérénité revienne au sein de l'ANC. On ne dit pas... Et cela passe par la libération peut-être de Jacob Zuma. Je pense que c'est l'un des facteurs. Je pense qu'il faut trouver une formule parce que envoyer un chef d'État en prison, c'est toujours compliqué quand c'est pas pour des crimes liés au sang, les droits de l'homme et tout ça, les crimes de guerre, c'est un peu compliqué. Alors pour faire le parallèle, Gilles parlait tout à l'heure de la France. Aujourd'hui, Donald Trump n'est pas au pouvoir, mais il y a des Américains qui cotisent pour Donald Trump parce qu'il a plein de procès que l'administration Biden lui a collé dans plusieurs États, parce qu'on ne peut pas l'empêcher d'être candidat. Même Sarkozy n'est jamais allé en prison, même si on en parle. Bien avant Biden, il traînait quand même des casseroles judiciaires. Mais tous ces, même Biden et ses enfants, ils traînent plein de casseroles. Trump en a parlé pendant la campagne, il pourrait même ne pas être candidat. Donc en politique, c'est vrai, les politiciens ne sont pas à blanchir de tout soupçon. Mais malheureusement, la politique est un parapluie pour la plupart. Mais envoyer un ancien président en prison pour des crimes économiques, je ne suis pas de ceux qui parlent d'impunité absolue. Mais je crois que la pratique en la matière n'est pas courante. On a même vu au Ghana voisin, quand il y a l'alternance, même au Bénin, quand le président passe, il n'envoie pas forcément leur prédécesseur en prison. Et ça aussi, c'est un gage d'alternance, parce que quand un président se dit que je quitte le pouvoir et demain on m'envoie en prison, je préfère rester au pouvoir. Pourquoi le président tente à réviser les constitutions pour rester le plus longtemps possible libre. Alors, Adam, c'est vrai, comme Germain l'a dit, il n'est pas immaculé, mais on peut parler de complot à un moment donné? Oui, je pense que ce procès-là montre plus ou moins cette division interne au sein de l'ANC. Puisque, moi je l'ai dit lorsqu'il était d'abord inquiété par le passé, j'ai dit que soit ce qu'on peut reprocher à un leader de l'ANC, il va de soi qu'il y ait véritablement des opinions qui puissent s'exprimer pour conserver la dignité, puisque, quoi qu'on dise, sont des icônes, des gens qui marqueront aussi longtemps ce parti politique-là, qui l'ont marqué d'ailleurs même pour ressusciter
l'ANC, on serait parlé des icônes qui ont ressuscité l'ANC sans parler de Jacob Zuma. Donc, quelque part, je pense que cette lutte-là, étant menée contre vents et marées, et même au prix de leur vie, il va de soi quelque part que les tendances, les différents courants qui s'expriment au sein de l'ANC et qui sont pro, à ce qu'on puisse juger Jacob Zuma, c'est vrai que d'aucuns peuvent estimer que il faudrait laisser la justice s'exprimer et la justice faire son travail, etc. Mais au même moment, je pense que l'ANC ne va jamais, ce procès-là continuera pas à lui être collé, quoi qu'on dise. Et je pense que ce président-là fera donc les frais de ce geste-là, de pouvoir contribuer à amener Jacob Zuma à la justice. Non seulement ce président, mais également l'ANC. Oui, l'ANC, puisque lui-même, il est pour dire tellement de choses. Oui, et ça, vous êtes d'accord avec moi qu'au sein de l'ANC, il y a des courants qui ne seront pas forcément d'accord. Ouais. Et ça voudrait dire qu'au niveau des différentes alternances qu'on a au sein de l'ANC, forcément, quand lui également partira, il y aura un courant qui soit pro Jacob Zuma, qui viendra lui coller un certain nombre de... Donc, tout ceci conduit inévitablement à déchiqueter le parti. Et ce parti-là qui, à mon avis, était considéré par le passé comme un modèle. Et je rappelle que le parti Talon ici, en posant un certain nombre d'actes, avait pris l'exemple de l'ANC de l'Afrique du Sud. Or, aujourd'hui, est-ce que cet exemple-là tient encore la route? Je n'y crois pas tellement, compte tenu de ces gaffes-là qu'on connaît au sein de l'ANC. Mais au même moment, moi, je pense que quelque part, lorsque vous êtes élu président, il faudrait quand même que vous ayez une marque de fabrique sur laquelle on peut véritablement vous identifier. Jamais le disais tantôt en parlant donc de Mandela, où on sait quand même c'est quelqu'un qui a œuvré pour la réconciliation, c'est lui qui a été également un modèle, pouvait peut-être faire 2 ou 3 mandats, il a estimé que non, à un moment donné, il est parti. Voilà, pour donner l'exemple. Mais derrière ça, quel exemple véritablement Jacob Zuma donne? Fimel le disait tantôt, c'est un homme qui Jacob Zuma danse, fait. Est-ce que cela exprime véritablement, disons, une marque de l'homme? Non. Je pense que Jacob Zuma, d'ailleurs, il n'a pas même fini son mandat. On lui a collé des choses. Ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui est passé pratiquement inaperçu. Il n'y a que des crises successives qu'il a donc conduit. Il ne s'agit pas d'avoir plusieurs femmes, de danser devant les foules pour se faire donc une identité politique. Ce n'est pas vrai. Et ça également devait donc attirer l'attention de ceux qui aspirent à diriger nos États pour qu'à la fin, lors de leur mandat, pour qu'ils aient une marque de fabrique, une identité qui les identifie, et ça restera pour les générations à venir. On va sortir de ce sujet. Firmin, est-ce que ces différends qui se passent sans cesse dans l'ANC ne risquent pas finalement d'éclater le parti? On sait déjà que Julius Malema, certains sont partis et qui critiquent aujourd'hui avec véhémence l'ANC. On ne voit pas ce qui se passe avec Afin Guessan et Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Afin Guessan disait qu'il est arrivé au FPI en 1982. Vous imaginez, et des années plus tard, et vous voyez ce qui se passe. Ça veut dire, qu'est-ce que je veux essayer de démontrer? Les partis politiques africains, la plupart ne sont pas basés, ou ne sont pas basés sur des convictions. Vous imaginez, c'est des situations qui ont amené à créer ces partis. Jamais et Adam ont parlé de Nelson Mandela. En fait, concrètement, je l'ai dit la semaine passée, il faut qu'on analyse. Vous encore avec concrètement? Concrètement, quand on veut voir Mandela, qu'est-ce qu'il a pu apporter de fondamental dans la vie des Sud-Africains? Ce que je dis est grave. Les gens ne vont pas accepter. Mais qu'est-ce qu'il a pu apporter concrètement? Est-ce qu'il a pu changer le quotidien des Sud-Africains? Moi, je dis non. Mais ce que Mandela a fait de louable et qui peut être applaudi des deux mains, c'est qu'il a fait baisser le crépitement des armes. C'est-à-dire, il a fait baisser le crépitement des armes. Il a fait baisser un peu la haine. Et il a donné une nouvelle ère à l'Afrique du Sud. Il a donné un certain espoir aux Sud-Africains. Et c'est ce qu'il a promis aux Blancs. Les Blancs lui ont dit, vous savez, ça... Les armes, ça crépite. Bien sûr, nous, on peut vous tuer, tout ça. Mais il faut faire quelque chose pour que tes frères ne manifestent plus. Parce qu'il y avait de l'autre côté aussi les sanctions qui pesaient sur les Blancs. Et donc, il a dit, OK, moi, je vais leur parler.
Et aussi, à part cela, il a assuré aussi l'alternance. Oui, à part cela, ce que les Blancs lui ont dit, ok, mais si tu arrives à réussir ça, le pouvoir politique, on te le donne. On vous le donne, à vous les Noirs, mais le pouvoir économique, on le garde. Et c'est ce que Mandela n'a pas su expliquer à ses amis, mais il a simplement dit, allez à l'école. Parce qu'il a compris qu'en réalité... les deux sont corollaires. Les deux sont corollaires. De pair. Mais alors qu'il a compris que vous avez le pouvoir politique, mais vous n'avez rien. Ceux qui dirigent en réalité l'Afrique du Sud, mais ce sont les Blancs. Les Noirs n'existent pas. Les Noirs n'existent pratiquement pas, dans la mesure où l'argent, ils n'ont pas. C'est pour cela que Mandela a compris. Quand Mandela est sorti, il a été impressionné par le fait que l'Afrique du Sud se soit développée en moins de 30 ans. Et puis il a dit non, mes amis, allez à l'école. Est-ce qu'il a compris? Et il a compris qu'il ne pouvait pas obliger ou chasser les Blancs. Et la meilleure de ces intelligences, c'est d'avoir laissé les Blancs leur place. Parce qu'il aurait fait. Il aurait fait comme un Sékou Touré. L'Afrique du Sud ne serait pas ce que nous avons aujourd'hui. Vous partagez l'avis de Germain qui dit Jacob Zuma, à un moment donné, va à l'encontre des intérêts des Blancs en Afrique du Sud. Et donc, il y a une sorte de complot sous-jacent. Est-ce que c'est le voir sous cet angle? Moi, je me dis simplement que même Jacob Zuma, il n'a rien compris, en réalité, de la nouvelle donne. Il n'a rien compris de l'engagement auquel Mandela a souscrit. Mandela, on lui a remis le pouvoir politique. Monsieur, dites à vos frères noirs, le pouvoir politique, on va vous le donner. Mais en ce qui concerne le pouvoir économique, nous le gardons. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les Noirs, quand ils arrivent au pouvoir, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'argent. Et en face, ils se disent, mais il y a ceux-là qui ont des milliards. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'enrichir un peu? Pendant longtemps, on a combattu dans la pauvreté, on a combattu avec des poches vides. Et pour s'enrichir un peu. Donc pendant longtemps, ce sont les Blancs qui ont toujours eu de l'argent. Nous allons travailler un peu avec eux. Donc c'est ce qui explique ces faits de corruption. C'est parce qu'ils se sont dit, non, que le pouvoir politique. Et pourquoi Thabo Mbeki et autres ne sont pas aussi indexés? Trop d'ailleurs. Non, c'est parce que, vous savez, quand vous voyez l'aspect de Thabo Mbeki et l'aspect de Zuma, vous allez voir la différence. Thabo Mbeki, c'est un homme bien posé. C'est un homme bien posé. Et l'autre, Zuma, c'est un pagailleur. Vous imaginez, c'est un pagailleur. La différence est nette. Bon, donc, Mandela, pour conclure à ce niveau, Mandela, il n'a eu que le pouvoir politique. Il n'a pas eu le pouvoir économique. Les Sud-Africains, en réalité, rien fondamentalement n'a changé dans la vie des Noirs, sinon le fait qu'ils aient aujourd'hui le pouvoir politique. Oui, permettez que je nuance un tout petit peu. Quelques secondes, parce qu'on doit aller au Tchad. Vous savez, dans l'évaluation un peu des mandats présidentiels, passer de cet aspect-là où nous avons des gens qui ont immensément enrichi le pays, fait cette transition-là vers, c'est-à-dire que des gens qui sont immensément riches vers la pauvreté a toujours été difficile. C'est tout comme un président qui aujourd'hui assume disons, une transition, il est beaucoup plus évalué sur l'efficacité de l'élection qu'il va organiser. C'est vrai que les questions économiques ne sont pas occultées. Ouais. C'est sur cet aspect-là que, analysant le passage de Mandela en Afrique du Sud, il faudrait véritablement donc faire évoquer plusieurs pesanteurs. Plusieurs pesanteurs. Ouais. D'abord, il fallait quand même qu'ils puissent d'abord arriver à renouer les Blancs et les Noirs ensemble, à pouvoir faire taire un certain nombre de dissidents, faire comprendre que le pouvoir politique... Mais c'était difficile, même si les Blancs étaient d'accord. L'économie était reléguée au second plan, à un moment donné. Plus ou moins. Et d'une manière acceptable d'ailleurs même. C'était difficile parce que vous l'avez dit, même si vous voulez composer avec les gars, il n'y avait pas tellement de gens qui sont véritablement érudits dans la matière politique et économique pour conduire ces affaires-là jusqu'à ce point. Vous allez en Afrique du Sud, à part certains pesanteurs, je pense l'Afrique du Sud est pratiquement un pays développé. On peut le comparer par la Belgique, n'a rien à voir avec l'Afrique du Sud, une partie des États-Unis. Donc, quelque part, l'évaluation sur l'aspect économique, ça va, il peut avoir raison, mais je pense que c'est un bémol qu'il ne faut pas trop faire évoquer dans la gouvernance, puisqu'il y avait une transition à faire relever et qu'il faut prendre en compte dans cette évaluation. Et puis Mandela a compris aussi qu'il ne pouvait pas diriger le pays qu'avec les Noirs. Et c'était carrément impossible. Mais c'est ce que ses frères n'avaient pas compris en quelque sorte. Il avait compris que les Blancs... Il a usé d'une tactique pour véritablement le faire comprendre, mais ne pas trop les mettre. Puisque les Blancs étaient... Mandela a beaucoup travaillé plus avec les Blancs.
Et ça, je pense que certains l'ont compris. Ce n'est pas parce que j'ai pris le pouvoir qu'il faut mettre des gens. Là, vous allez encore faire reculer le pays de 30 ans. C'est cette intelligence-là qu'il faut lui féliciter. Ouais, donc il a fait une marque de sa marque de fabrique. C'est Mandela ou c'est le blanc finalement? Non, Mandela, je dis, son intelligence, c'est d'avoir laissé les blancs à leur place. Il a été malin. On va parler également du Tchad. Les blancs n'ont pas été intelligents notamment avec Mandela. Oui, les deux. En fait, il faut reconnaître aussi que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que Mandela, au fait, ce sont les blancs qui l'ont fabriqué. C'est Winier, les blancs qui l'ont fabriqué. On va c'est ce que Germain a dit tout à l'heure, qu'il est célèbre selon les blancs. En réalité, c'est ce qu'il a voulu dire. Mais ce sont les blancs qui l'ont fabriqué. En fait, nous sommes convaincus parce que les blancs le disent. Oui. Mais en réalité, c'est pas totalement ça. Parce que même à commencer par sa propre épouse, Winnie Mandela, qui n'a jamais rejoint le combat de Mandela parce qu'elle estimait que ce n'était pas le combat le plus juste. Mais il a ramené la paix en Afrique du Sud. Maintenant, il faut que les Sud-Africains trouvent à manger. Je pense que c'est ce qui pèse aujourd'hui. Allez, au Tchad, le gouvernement de ce pays ne va pas s'opposer à ce que la dépouille de Hissène Habré soit rapatriée en N'Djamena, la capitale. C'est ce que le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala, a déclaré. Alors, on va d'abord parler un peu de Hissène Habré, qui est décédé de Covid-19 à l'âge de 79 ans. Germain, vous avez la parole. Et puis, on va parler ensuite de cette décision du gouvernement tchadien. Ouais, Hissène Habré, c'est un peu l'histoire politique du Tchad. Quand nous étions encore plus jeunes, c'est Hissène Habré, Goukouni-Wédé, la guerre au Tchad. Et puis voilà, c'est lui qui gagne. Et puis de 82 à 90, il est resté le président tout-puissant. Donc, avant, il était Premier ministre aussi. Voilà, du Tchad. Et puis après, voilà, il y a ce coup d'État d'Idriss Déby qui vient de renverser en décembre 90. Et vous savez, le Tchad a toujours été un pays en guerre. Et donc, même sous Hissène Habré, il y a eu pas mal d'exactions. Il y a eu plusieurs Tchadiens qui ont été tués. Il y en a qui ont dû fuir le pays. Et donc, quand il quitte le pouvoir après le coup d'État, il se réfugie. Il est accueilli par le Sénégal. Et donc, voilà, il y a des plaintes qui fusaient de partout. Il fallait le juger. Il a violé les droits de l'homme. Il est coupable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, un certain nombre de charges. Il y a au moins 40 000 Tchadiens qui ont été victimes de son règne. Mais je pense que c'est un président autour duquel au moins les Africains ont réussi une chose, de le juger eux-mêmes. Donc, il arrive à un moment où on reproche à la CPI de ne s'attaquer qu'au président noir. Et l'Afrique, donc l'Union africaine et le Sénégal s'entendent pour que Hissène Habré soit jugé donc, par un tribunal, une justice spéciale créée en Afrique par des magistrats sénégalais, maliens, en tout cas africains, et donc d'être jugé dans un autre pays que son pays par une justice différente. Et c'est ce qui a été fait pendant des années, jusqu'à ce qu'en 2017, finalement, il est condamné à perpétuité, il est condamné aussi à verser de l'argent à ses victimes. Et donc, on en était là, il purgeait sa peine à Dakar quand la pandémie arrive. Et puis, voilà, donc, il pique cette pandémie dans une clinique selon les autorités sénégalaises. Et il a... Voilà un peu la petite histoire ramassée de celui-là qu'on présente comme un dictateur qui a fini déchu, mais accueilli quand même en asile au Sénégal. Jugé par la justice africaine, ce qui est une première donc en Afrique, qu'il faut saluer au moins pour une fois les Africains ont pris leurs responsabilités. Adam, bon, on dit que c'est un dictateur. Moi, j'ai écouté également certains Sénégalais qui disent que Hissène Habré est très social. D'ailleurs, il est arrivé au Sénégal avec une manne très énorme. Ben, c'est quelqu'un qui a aidé également les gens. Quelques Tchadiens en ont parlé également. Oui, je pense qu'il faut faire, disons, un petit distinguo entre la vie présidentielle et la vie après la présidence. Même quand il était président, oui, c'était autre chose. Certains disaient que c'était un homme très gentil.
Ouais, mais je pense que là, les avis sont assez partagés. Ouais. Mais vous savez, moi, au-delà, c'est vrai que j'aimais essayer un peu de brosser la vie de l'homme, tout ce qu'il a été, et un peu les réticences, les points de vue assez divergents sur la personnalité de Hissène Habré, ce qui est aussi vrai, puisque de toutes les façons, pour être bon n'importe comment, il est très difficile que vous fassiez l'unanimité, surtout lorsque vous dirigez un pays. Mais moi, au-delà de tout ça, moi j'aime toujours tirer des exemples sur la vie des gens, puisque ça m'importe beaucoup plus, puisque quelque part, c'est vrai, vous avez fait du mal, vous avez fait du bien, etc. Mais derrière tout ça là, qu'est-ce qu'on retient de vous? Je le disais tantôt en parlant des identités que les présidents doivent faire des efforts pour bâtir. Mais là, je pense que cette transition où pratiquement les puissances occidentales et même l'opinion tchadienne à un moment donné avaient su s'en abrer en l'aidant à pouvoir prendre le pouvoir. Puisqu'il est venu au pouvoir par un coup d'État également, puisque pour parer, disons, à la visée expansionniste de Mohamed Kadhafi sur le Tchad. Et il a véritablement réussi à pouvoir repousser l'armée libyenne qui était super armée. Et là, ça a donné une autorité au Tchad. Et depuis lors, on a constaté que tous les présidents tchadiens qui arrivent au pouvoir ont plus le regard pouvoir véritablement surarmer leur armée, ce qui fait que c'est une armée de référence. C'est très, très difficile à l'époque qu'on puisse citer une armée sur le continent africain qui puisse être comparée à l'armée libyenne. Mais ils ont reçu ce coup-là. Mais tout de suite, on a constaté que c'est une parenthèse vite fermée. L'homme est revenu pratiquement à son vrai visage. Que la plupart des Tchadiens ne reconnaissaient plus. C'est l'homme même qui l'a dit, puisque je pense qu'en 88, j'écoutais encore RFI aujourd'hui lorsqu'il disait que lui, il est contre le multipartisme. Il a dit clairement, il a donné ses raisons. À l'époque, même si ces raisons... Bon, il n'était pas le seul, en tout cas. De toutes les façons, nous parlons du Tchad. Mais si même à l'époque, ces visions pouvaient être discutables compte tenu de l'environnement dans lequel nos pays africains étaient, puisque de toutes les façons, lorsqu'on compare un peu leur regard sur la gouvernance de nos pays africains avec ce que fait aujourd'hui la Chine pour arriver à ce point de vue, on ne peut pas trop leur jeter du tort. Puisque ça marchait avec la Chine. Si on était, et je pense que dans la plupart des pays, même si on prend ces exemples avec ce que nous subissons aujourd'hui, d'aucuns auraient beaucoup plus estimé qu'on devait plutôt rester dans cette gouvernance de force que ce que nous connaissons aujourd'hui, qui ne nous a pas véritablement aidé à pouvoir éclore le développement qu'on a bien voulu. Donc, la personnalité d'Idriss Déby, c'est pour dire l'exemple que je voulais donc citer, c'est pour dire quelque part que... Hissène Habré, c'est pour dire que, quelque part, lorsqu'on est pour la plupart du temps dans l'opposition, on chante les gloires, que voilà, on viendra changer les choses. Je pense que le parcours d'Hissène Habré nous montre à suffisance que, de toutes les façons, il faut faire toujours attention. Je suis votre regard. Il faut faire toujours attention sur, disons... Ces approches estimées par la plupart des opposants. Je pense que Hissène Habré incarne véritablement cela. Mais au même moment, je pense qu'on a reçu également un coup sur cette cour spéciale-là qui a jugé Hissène Habré. Et d'abord, c'est un modèle également. Et ceci interpelle le regard également des chefs d'État qui sont là aujourd'hui, pour que nous l'avons dit avec Jacob Zuma. Et ça, je pense qu'avec Hissène Habré, ça vient renforcer le tout en disant que voilà, les chefs d'État, lorsque vous finissez toujours votre gouvernance et que vous avez commis beaucoup de gaffes, il se peut que même la CEDEAO ou l'Afrique en général puisse se constituer une cour pour vous juger. Alors, Firmin, le débat même, c'est le fait que le président actuel accepte d'accueillir la dépouille de Hissène Habré. D'abord, je suis surpris parce qu'on dit qu'il est décédé de Covid-19. Et généralement, quand on passe de vie à trépas à cause de Covid-19, est-ce qu'on fait déplacer aussi les dépouilles comme ça? Il n'est pas n'importe quelle dépouille. Ah, n'importe quelle dépouille. Ça, on comprend. Alors, la décision du gouvernement tchadien, vous pensez que si c'était le père, c'est-à-dire Déby père, il aurait accepté également? Bon, c'est ça, puisque Déby n'est plus de ce monde. Le père n'est pas de ce monde. Mais je pense que le jeune Déby a fait montre d'une certaine sagesse. Ah oui. Parce qu'il aurait affiché un certain radicalisme. On l'aurait trouvé un peu bizarre, mais il a montré juste à la face du monde qu'il est un jeune, que les morts doivent être respectés. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, il faut se pencher, il faut se tourner vers l'avenir. Et
qu'il faut faire revenir la dépouille de l'ancien président et peut-être on peut lui organiser des hommages nationaux parce que digne d'un ancien chef d'État, parce que au fait on le fait ou on ne le fait pas, il n'y a rien qui change. Mais il faut toujours saluer la mémoire de cet homme-là qui a eu à diriger le pays pendant 8 ans. Qui a aidé à construire une armée très forte, comme Adam Adjoun l'a loué tout à l'heure. Et cette armée-là qui a aidé son père, le père Idriss Déby, mort en avril dernier. Donc la meilleure des décisions, c'est ce qu'il a eu à prendre. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir félicité. Mais je me pose juste une question. Ça revient toujours à ces histoires d'enfermer les anciens chefs d'État, de les poursuivre et tout ça. Bien sûr, Hissène Habré, il a eu à faire plus de 40 000 victimes. On s'est évertué à ce qu'on le condamne. Je me rappelle avoir rencontré ici, à Lomé, en 2016, l'avocate des victimes, Jacqueline Moudéina, qui était arrivée... aidée tellement par Ridoubouri, aussi, qui était au four et au moulin. Donc on a eu à dépenser beaucoup d'argent, l'Union européenne, les États-Unis, des pays occidentaux qui avaient eu à financer ce projet. Donc elle était au devant de la scène et elle a beaucoup aidé les victimes. Les victimes ont voulu croire que Hissène Habré soit condamné à perpétuité. Ce qu'ils ont eu... Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Mais et puis qu'est-ce que cela a changé? Hissène Habré a été condamné. Aujourd'hui, il meurt. Qu'est-ce que cela a changé le procès? Parce que je ne veux pas heurter les sensibilités, mais qu'est-ce qu'on dit? Oui, cela va servir de leçon. La leçon que cela pourrait servir à certains chefs d'État qui sont en activité, c'est ne plus jamais quitter le pouvoir, c'est mourir au pouvoir. Vous imaginez, c'est-à-dire, quand vous voyez de telles situations, vous vous dites, moi, je ne veux pas être traîné dans la boue. Je fais tout pour m'accrocher au pouvoir. Donc, même si c'est 50 ans, même si c'est 50 ans, j'y reste. Et après, je meurs au pouvoir et puis c'est fini. Donc, je pense que le débat ne doit pas être relatif à la poursuite des chefs d'État. Mais le débat doit peut-être plus se concentrer sur le renforcement des principes démocratiques. Comment mener les chefs d'État à bien diriger leur pays. Comment les mener? Même moi, Firmin, on te comprend. Mais ça donne aussi un champ libre à ces chefs d'État qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Vous savez, ceux qui ont inventé la démocratie. La France, par exemple, c'est la 5e puissance du monde, la 2e puissance d'Europe. Vous connaissez l'ancien Premier ministre français qui s'appelle François Fillon. Ouais, bien sûr. Il a été condamné, mais ça c'était l'année dernière ou en début d'année, à 5 ans de prison ferme. Il n'a jamais fait la prison. Il est toujours en liberté. On le suit. Ce sont des peines reconverties quelquefois. Ce sont des peines reconverties. Vous connaissez l'ancien chef d'État français, Jacques Chirac, qui a été condamné pour ces histoires d'emploi fictif. Il n'a jamais fait la prison. Il est mort libre. Vous imaginez quelle leçon vous voulez qu'on décalque le même modèle? Oui. Qu'est-ce que nous voulons? C'est ce qui fait que la tenance est rendue tout le temps difficile. Parce que des chefs d'État ont peur. Ils ont peur d'être poursuivis à la fin de leur mandat ou lorsqu'ils quitteront. L'exemple est palpable. Regardez comment on traîne Jacob Zuma en Afrique du Sud. Quel chef d'État? Vous imaginez un Alpha Condé quitter le pouvoir? Vous imaginez un Ouattara quitter le pouvoir sans aucune garantie, sans aucune mesure de sécurité garantie? Ils vont peut-être mettre leur poulain, comme on le dit souvent. Non, vous savez, Ouattara a déjà essayé avec Gon Coulibaly. Et il a essayé avec Gon Coulibaly. Il sait qu'avec Gon Coulibaly, il ne sera jamais inquiété. Vous connaissez très bien l'histoire de l'Angola. Ah oui, Joao Lorenzo et l'ancien président. L'ancien président, Eduardo dos Santos. Il y a même cela en Mauritanie. En Mauritanie, vous voyez comment ça se passe. Voilà. Oui, non, vous voyez comment ça se passe. Et c'est tellement difficile, Moi, je pense qu'il faille que les Africains arrivent à réfléchir. Il ne faut pas être dans l'émotion, pas de pouvoir. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas de pouvoir. C'est là où les intérêts sont concentrés. Il ne faut pas se lever au Dieu. Et fait après, on le poursuit, on le condamne. Maintenant, Hissène Habré est mort. Et puis, les victimes. Ceux-là qui ont demandé, qui sont évertués. Ils seront dédommagés. Il y a ça aussi. Oui. Maintenant, le dédommagement, le processus a commencé depuis des années. Est-ce qu'on a eu à voir, ou on a eu à montrer à la fin du monde, des victimes qui ont été dédommagées? Jusqu'à présent, ça fait 5 ans que Hissène Habré a été condamné. Donc moi, je pense que les Africains... Le débat est passionnant. Si vous le permettez, on va marquer la pause pour le journal et on revient après pour la suite.